rahmatullahi ta'ala barakatuh, chers élèves de 3e année, voilà la dernière, je pense, vidéo pendant cette année concernant les examens et la révision. Mais avant d'entamer cet examen, il y a des conseils normalement à vous donner à propos de cela. Donc le jour de l'examen, Inch'Allah, n'oubliez pas de remplir les informations nécessaires, le nom, le prénom, date de naissance, ainsi que ligne d'examen, la première des choses à faire. Et après, le matériel normalement nécessaire pour écrire. Prenez des stylos supplémentaires, des crayons, des crayons, des règles. Tout ça, c'est nécessaire parce que vous n'allez pas demander à quelqu'un d'autre, perdre du temps, voilà, mon stylo qui ne marche pas, etc. Donc, tout ça, c'est très, très important. Donc, voilà à notre examen de l'année 2019, session de juin. Donc, je vais vous laisser cet examen écrit, comme ça, vous aurez l'occasion de répondre, de savoir à quel point vous avez assimilé les cours et les connaissances en SVT pendant cette session. Voilà. Donc pour les restitutions des connaissances, alors on vous demande que le document 1, il représente une coupe transversale au niveau de la moelle épinière. On vous demande de la légende, ou bien légende et le schéma document 1 en cochant la bonne réponse. On vous donne déjà la légende pour vous rappeler, mais faites attention, il y en a des réponses qui sont proches, il y en a des réponses qui sont fausses. Normalement, essayez de bien voir le schéma avant de essayer de légender dans votre tête, et après vous allez voir la proposition qui est juste. Donc voyons voir le schéma sans voir les propositions. Vous avez numéro 1, c'est la matière blanche, à l'intérieur la matière grise. Et vous avez le numéro 3, c'est la racine, le nerf rachidien. Le numéro 4, c'est la racine postérieure. On la connaît par le ganglion spinal. Le numéro 5, c'est la racine antérieure ou bien ventrale. Donc, on va voir la réponse qui correspond à ce schéma-là. Voilà, la réponse, c'est donc la substance blanche puis la substance grise. Le nerf rachidien 3, le numéro 4, c'est la racine postérieure, numéro 4, et numéro 5, c'est la racine antérieure, et puis le ganglion spinal, c'est le numéro 6. Alors, on vous demande ici quel type d'influx nerveux transporte l'élément 4. Alors, voyons voir l'élément 4. Donc, si vous avez la réponse fausse, vous ne savez pas c'est quoi la racine postérieure, vous ne pouvez pas répondre. Donc, celle-là, elle transporte l'influx nerveux sensitif. Question suivante, on vous demande de cocher la bonne réponse. Donc la propriété de la contractilité du muscle squelettique est caractérisée par un gonflement du muscle et augmentation de la longueur du muscle, ou bien un gonflement musculaire plutôt et diminution de la longueur du muscle, ou bien un gonflement musculaire tout en conservant sa longueur. Il y a normalement une réponse qui n'est pas logique, c'est la dernière, un gonflement musculaire tout en conservant sa longueur, on va l'éliminer. Il reste deux. Gonflement musculaire et augmentation de la longueur, ça ne peut pas être. Si le muscle gonfle, normalement sa longueur va diminuer. Donc la proposition qui est correcte, c'est celle-là, diminution de la longueur. Alors c'était un danger qui menace la santé du système nerveux et un danger qui menace la santé du système musculaire. Donc voilà, quelques dangers. L'alcool pour le système nerveux et l'élongation pour le système musculaire. Donc, écrire vrai ou faux devant les propositions suivantes. Les champignons microscopiques se multiplient par sporulation. Bien sûr, il y en a des spores aux extrémités des filaments formés par les champignons microscopiques. Oui, la proposition est vraie. Les bacilles lactiques, les bacilles de bactéries, lactiques, c'est-à-dire qui transforment le lait en yaourt, qui coagulent le lait, sont considérés comme des micro-organismes pathogènes. Non, ils sont utiles pour le corps, pas pathogènes, c'est-à-dire ne provoquent pas de maladies. Les virus se multiplient dans les cellules mortes. Non, pour qu'ils se multiplient, les virus doivent avoir, il faut qu'il y ait des cellules qui sont vivantes. Le danger, donc la procédure est fausse, le danger de certaines micropathogènes se manifeste par la sécrétion de toxines, bien sûr. Ce sont des bactéries qui sont capables de, pas toutes, mais normalement il y en a qui produisent de la toxine. Exemple, le vibrion tétanique. Alors, à la suite d'une blessure au niveau de la peau, des microbes pénètrent dans l'organisme et déclenchent une réaction inflammatoire
qui se manifeste par des symptômes et l'intervention de la phagocytose. Voilà un texte. On vous demande la question 2 de citer les 4 symptômes de la réaction inflammatoire. Puis rappeler, donc j'ai écrit en gras citer et rappeler, comme ça vous devriez savoir dans quel domaine vous allez répondre. Donc on vous demande de citer les 4 symptômes. Donc les 4 symptômes, comme vous le connaissez, il y en a la rougeur, le gonflement, la douleur, la chaleur. Je rappelle que la rougeur est due à la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Le gonflement est dû à la pénétration, bien la sortie du plasma. Les douleurs, c'est l'excitation, les nerfs sensitifs qui se trouvent au niveau de la peau sont excités par des produits sécrétés par des microbes. La chaleur, bien sûr, la diminution de la circulation du sang au niveau de la plaie provoque l'augmentation de la chaleur. Alors, et après, rappeler par ordre chronologique les différentes étapes de la phagocytose sans les décrire. Donc, les étapes, voilà, c'est quelque chose à retenir, à prendre par cœur. C'est l'adhésion, puis l'ingestion, bien le fait d'entrer les microbes à l'intérieur de la phagocyte, puis la digestion et le rejet des déchets. Donc, pour le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique, vous avez une personne qui a été hospitalisée en urgence. Elle a perdu la motricité de la partie droite de son corps, paralysie de la face, c'est-à-dire le visage, des membres du membre inférieur et du membre supérieur et membre inférieur du côté droit du corps. Donc lorsque vous lisez par exemple un exercice, essayez d'imaginer la situation comme ça, vous donnez le temps à votre cerveau de réfléchir et d'apporter les informations nécessaires que vous avez acquis pendant le cours pour répondre. Pourtant, chez ce même patient, le test médical du réflexe rotule, c'est lorsqu'on frappe au niveau de la rotule, par un choc du marteau au niveau du tendon de la rotule, entraîne tout de même l'extension de la jambe paralysée. Alors, première question, que montre le résultat du test médical du réflexe? Donc, cette personne, normalement, il fait des mouvements, mais c'est un mouvement involontaire, c'est un réflexe au niveau de la rotule. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? C'est-à-dire que les organes qui interviennent dans ce type de réflexe, ils sont intacts, qui sont les muscles, bien sûr, ainsi que les nerfs qui vont transporter les flux nerveux, des nerfs sensitifs, des nerfs moteurs, bien sûr, ils sont intacts, ainsi que le centre nerveux qui est la moelle épinière. Donc voilà, ce résultat montre que les organes intervenant dans les réflexes sont intacts, la moelle épinière, les nerfs et les muscles. Voyons voir la question suivante, toujours dans le même domaine. Formuler donc une hypothèse logique pour expliquer la paralysie dont souffre cette personne. Donc vous avez ces organes qui interviennent, puisque c'est paralysé, donc la personne ne peut pas faire des mouvements volontaires. Donc ce qu'on peut supposer que l'organe qui reste, c'est le cerveau. Donc exactement, le centre nerveux moteur est endommagé, on peut supposer comme hypothèse. Donc pour vérifier cette hypothèse qu'on vient de dire, la personne est soumise à l'imagerie par résonance magnétique IRM qui a révélé une lésion localisée dans l'hémisphère gauche, la zone X, vous voyez l'image ici, voilà, c'est ça. Alors comme le montre le document 1, c'est une conséquence d'une hémorragie cérébrale locale. En vous appuyant sur les données, en vous appuyant ici, vous avez une erreur ici, je m'excuse, en vous appuyant sur les données document 1 et en se référant à vos connaissances, qu'est-ce que vous allez dire ou bien à répondre, d'identifier la zone cérébrale X et Z, c'est-à-dire c'est quoi cette zone-là, et puis de déduire donc la cause de la paralysie du côté droit, je souligne ça. Donc je rappelle, vous devriez souligner les verbes d'action dans un exercice, c'est-à-dire comme ça, vous n'allez pas répondre hors sujet. Donc déduire donc la cause de la paralysie du côté droit du corps chez cette personne. Commençons par cette question. Identifier alors la zone. Donc cette zone-là, quand vous la voyez, on vous dit déjà comme repère les sillons de Rolando. Donc celui-là, c'est le sillon de Rolando. La partie est en avant, donc c'est la zone motrice, l'aire motrice. Alors, deuxième question, déduire donc la cause de la paralysie du côté droit. Donc, puisque la personne du côté droit, et ça, c'est l'hémisphère gauche, bien sûr, donc lésion.
l'effet nerveux n'est pas né, ne naît pas, c'est-à-dire il n'y a pas de naissance de l'effet nerveux au niveau de cette zone-là. C'est pour cela que la personne est paralysée de l'autre partie de son corps. Donc, puisqu'au niveau de cette zone naît l'effet nerveux moteur, et elle dans l'hémisphère, et elle est dans l'hémisphère gauche, qui commande la partie droite du corps. C'est pour cela que l'effet nerveux moteur n'arrive pas aux muscles de la partie droite du corps, par conséquent la paralysie. Donc en vous basant sur ce qui précède et vos connaissances, complétez les parties manquantes du schéma fonctionnel ci-dessus pour expliquer la réaction entre la zone lésée et l'apparition de la paralysie du côté droit du corps du patient. Donc vous voyez, normalement on doit voir une idée générale, prendre une idée générale de ce schéma-là. En lisant tout ça, l'hémorragie cérébrale qui va conduire à, deuxièmement, absence de quelque chose, et puis malgré l'intégrité, donc vous pouvez utiliser tout le texte qu'on vient de voir et pour compléter cela, et une fois le résultat final. Donc le titre, c'est le schéma fonctionnel expliquant la relation entre la zone lésée, voilà, et l'apparition de la paralysie du côté droit du corps dont souffre ce patient-là. Donc voilà, donc on a une hémorragie cérébrale, perte de la motricité de la partie droite du corps, absence de l'aire motrice qui va normalement au niveau de laquelle naît l'effet nerveux, malgré l'intégrité de la moelle épinière et aussi des nerfs. Le résultat, la paralysie de la partie droite du corps. Alors l'exercice 2, en immunité, les pneumocoques sont des bactéries pathogènes qui causent la maladie de la pneumonie. On les retrouve sous deux formes différentes. Document 2, on va le voir. Forme 1, pneumocoque avec capsule, et pneumocoque sans capsule. Voilà l'image de ces deux bactéries, celle avec capsule et celle qui n'a pas de capsule. Donc vous avez l'injection, normalement on vous donne un document, essayez de le lire, de savoir de quoi il s'agit. Lisez tout dans ce document-là. On a l'expérience, le résultat, injection des pneumocoques avec capsule souris A, le résultat, la mort de cette souris-là. Ici, pneumocoque sans capsule, l'injection de pneumocoque sans capsule pour la souris B. Donc la souris B reste vivante. Déjà vous pouvez faire la différence entre les deux, pourquoi celle-là est morte et pourquoi celle-là est restée vivante. Donc en vous basant sur les données de document 2 et vos connaissances, expliquez pourquoi la souris A est morte par la pneumonie. Donc l'un des dangers des microbes, la possession de capsules qui est essentielle pour éviter sa phagocytose. Lorsque celle-là est introduite dans le corps, le système immunitaire et surtout les lymphocytes B ne peuvent pas attaquer ces pneumocoques. C'est pour cela que la souris elle est morte. Alors expliquer pourquoi la souris B reste vivante, puis déduire donc le facteur qui permet au pneumocoque de provoquer la maladie de pneumonie. Donc expliquer pourquoi la souris B, donc pour le pneumocoque sans capsule est attaqué par les phagocytes, c'est-à-dire les phagocytes peuvent les reconnaître et puis les phagocyter. Donc déduire donc le facteur qui permet au pneumocoque de provoquer la maladie. Donc on peut déjà faire la différence entre les deux, comme on a dit tout à l'heure. La capsule, bien sûr, elle est un élément qui protège ces bactéries contre la phagocytose. Ces bactéries ont été attaquées par le système immunitaire, phagocytose puis production des anticorps.